septembre 2009, à Vipa. Monsieur François Lousseni-Fall, venez à la barre, s'il vous plaît. La défense a la parole pour la suite de ces questions. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir donné la parole. Monsieur Fall, comment allez-vous? Très bien, merci. Et merci. J'aimerais vous poser quelques questions de précision. Je vous en prie. Étiez-vous présent à l'esplanade du stade au moment où commandant Toumba débarquait avec son contingent? Non, je n'étais pas à l'esplanade quand il arrivait, sur l'esplanade. J'étais à l'intérieur du stade. Voilà. Donc, ce qui signifie que vous n'avez pas vu le véhicule à bord duquel il est descendu? Non. D'accord. Et concernant le véhicule à bord duquel il vous a évacué à la clinique Ambroise Paris, quelle était la couleur, la marque et le numéro d'immatriculation de ce véhicule? C'était un véhicule sombre, couleur sombre. Ça devait être une Jeep. Mais quant à la plaque minéralogique, excusez-moi, ce sera difficile de vous dire. Vous savez les conditions dans lesquelles nous étions. Je pense qu'on n'avait pas le temps ni l'occasion de regarder la plaque minéralogique et vous comprendrez pourquoi. Veuillez, s'il vous plaît, veuillez allumer le petit micro. Appuyez sur le bouton. Voilà, c'est bon. Vous pouvez continuer maintenant. Mais c'était quand même immatriculé. Je suppose, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas regardé la plaque minéralogique. Vous savez que nous étions presque, nous nous considérions à l'époque comme prisonniers. Comment voulez-vous, quand on vous amène avec des militaires, on vous amène vers un véhicule, est-ce qu'on vous donne même le loisir de regarder la plaque minéralogique? On n'avait aucune possibilité de le faire. Mais quand on vous présente des photos, vous pouvez quand même identifier ce véhicule parmi ces photos? Oh, vous savez, honnêtement, vous savez, nous sommes sortis d'une fournaise. On était à l'intérieur du camp où il y a du stade, où il y avait des tirs, des morts. On a vu les traitements infligés à des femmes. On nous avait suffisamment bastonnés. Nous sommes sortis du stade et des gens nous assaillissaient, nous poursuivaient. Comment voulez-vous que moi je fasse attention à des détails comme la plaque minéralogique? On n'avait même pas la possibilité d'aller regarder, vous mettez dans quel véhicule. Je n'ai pas cherché non plus à savoir le véhicule appartenait à qui. Nous étions des prisonniers. À l'époque là, je me considérais comme prisonnier. Donc je n'avais aucune latitude pour le faire. Et vous le comprendrez. Mais hier, vous avez quand même donné la couleur de la voiture? Mais j'ai vu la couleur. Parce que j'ai vu, avant de rentrer dans le véhicule, je l'ai vu au moment où on nous embarquait, que c'était un véhicule qui était de couleur sombre, bleue, quelque chose comme ça, je ne suis pas très certain. Mais ce n'était pas un véhicule clair en tout cas. Avec la permission de Monsieur le Président, j'aimerais vous présenter deux photos, si vous pouvez
nous dire lequel des deux véhicules? Est-ce que le véhicule au bord duquel on vous a embarqué figure parmi ces deux photos? Si le président me le permet. Allez-y. Ok. Ça ressemblait à ça. À ce véhicule. Oui. Mais ce véhicule n'a pas de plaque d'immatriculation. Moi, je vous dis que je n'avais pas regardé la plaque minéralogique. Nous étions dans les mains des militaires qui nous amenaient. Comment voulez-vous que je n'avais pas la possibilité de regarder la plaque minéralogique, maître? C'était pas possible. Ok, je poursuis. Monsieur Fall, à la veille du 28 septembre, le 27, est-ce que vous aviez appris l'instruction que Monsieur le Président, d'alors capitaine Moussa Dadis Camara, avait donné à son chef d'état-major général des armées, information selon laquelle les militaires devaient rester dans leur caserne le 28 septembre, excepté la police et la gendarmerie pour les opérations du maintien d'ordre. Personnellement, je n'ai pas appris ça. Je l'ai appris pendant les débats, mais personnellement, je ne l'ai pas appris. Ce sont les forces vives qui ont organisé un meeting ce jour. Logiquement, qu'est-ce qu'un militaire de surcroît, un béret rouge, aide de camp, pouvait aller chercher au stade ce jour-là? Qu'est-ce qui pouvait justifier ou motiver la présence de commandant Toumba ce jour, selon vous, au stade? C'est la même question que je me pose pour tous les militaires qui étaient à l'intérieur du camp. Tous les militaires qui étaient au camp, plutôt au stade ce jour-là, il y avait plusieurs bérets rouges. Il n'y avait pas que Toumba. Tous étaient là. Et hier, j'ai expliqué hier qu'on aurait pu trouver une voie beaucoup plus sage d'avoir affaire à nous, c'est-à-dire soit accepter le rendez-vous qu'on avait demandé avec le président du CNDD, soit après les meetings, nous convoquer. Mais c'est plutôt tout un groupe de militaires de bérets rouges. Et ça s'applique à eux tous. Tous ceux qui étaient là-bas, la question c'est pourquoi des militaires se trouvaient là, quand vous dites, comme vous le dites, que les militaires étaient consignés ce jour-là, pourquoi des militaires, des gendarmes et des policiers, encore des policiers oui, mais pourquoi les militaires étaient au stade, les bérets rouges? Pourquoi? Il n'y avait pas une personne, il y avait plusieurs personnes. Pourquoi eux tous? C'est la question. Et nous, on ne comprenait pas que les militaires, même si ce n'était pas la consignation, mais l'ordre qui est donné en général pour les manifestations publiques, c'est la gendarmerie et la police qui s'en occupent, mais pas l'armée. Alors la question, c'est tous les bérets rouges qui se trouvaient au stade. Pourquoi les bérets rouges étaient là? Eux tous. Pourquoi? C'est la question que je pose à la direction du CNDD. Pourquoi ont-ils envoyé les bérets rouges et la garde présidentielle? Pourquoi? Et commandant Toumba non plus ne vous a pas relaté les raisons ou les motifs de sa présence ce jour, étant à bord de son véhicule? Hier, je vous ai dit que dès l'instant où nous sommes sortis du stade, l'embarquement sur l'esplanade, le trajet jusqu'à la clinique Ambroise Paré, la clinique Ambroise Paré jusqu'à l'état-major de la gendarmerie, nous n'avons pas échangé un seul mot avec le commandant Toumba, pour plusieurs raisons. Le seul échange, c'est quand il a donné une compresse à Sidia pour essuyer le sang qui coulait sous son front. Sidia lui a demandé s'il était un médecin. Il a dit oui, qu'il est docteur. C'est
à ma connaissance, et je crois que mes autres collègues qui étaient avec nous, on n'a pas échangé avec lui. Il conduisait à une allure vertigineuse, et nous étions toujours dans la logique que nous étions détenus, nous étions arrêtés, et donc on ne pouvait pas imaginer avoir une discussion avec lui. On n'a pas échangé avec Toumba, du tout, du tout. Et au moment où il était avec vous, il portait ou détenait quel type ou catégorie d'armes ce jour-là? Je crois qu'il portait sa tenue habituelle avec son béret rouge. C'est comme ça qu'il était habillé. Avec son béret rouge, la manière particulière avec laquelle il portait son béret rouge et sa tenue couleur verte militaire, c'est tout. Je n'ai pas vu autre chose avec lui. Vous n'avez pas vu une arme avec lui? Non, il n'était pas armé. Il n'était pas armé. Je l'ai vu à l'intérieur du stade quand il nous sortait, il marchait devant nous, il n'était pas armé. Et on ne l'a pas vu avec une arme. Non. Et pourtant, Toumba même a déclaré à cette barre, lors de son passage, en tout cas en réponse à l'une des questions d'un conseil de la défense, qu'il se promenait avec des grenades pour sa propre sécurité. Grenades, je ne sais pas. Vous savez, je n'ai pas fait attention aux grenades. S'il en avait, peut-être qu'il en avait, mais moi je ne l'ai pas vu. Mais arme à main, je n'ai pas vu des armes dans sa main. Mais il était bien là. Il est rentré avec les militaires, ça j'ai vu. Et quand il nous amenait sur l'esplanade, je l'ai bien vu. Et c'est le seul moment où, quand il est descendu à la clinique, c'est le moment où je l'ai vu arrêter. Et puis le reste du temps, il était dans la voiture. Mais je n'ai pas vu d'arme avec lui. Pensez-vous qu'il pouvait y aller sans avoir aucune arme? Ça, je ne sais pas. Comme il avait et à la tête d'un contingent? Je ne sais pas. C'est lui qui sait s'il peut aller dans une situation comme ça sans être armé. Il y a vous savez, les militaires souvent peuvent dissimuler des armes, mais moi, je n'ai pas vu d'arme avec lui. Je n'ai pas vu. Peut-être qu'il en avait, mais moi, je n'ai pas vu. C'est lui qui sait s'il peut aller sans arme ou s'il doit être armé ou non. Mais en tout cas, moi, je n'ai pas vu d'arme avec lui. Revenons-en sur son habillement. Il ne portait pas un manteau qui couvrait la tenue, ce jour-là? Non, il n'y avait pas de pluie. Il y avait une fine pluie le matin. Nous-mêmes, on n'avait pas de manteau. La fine pluie est tombée avant même que je démarre de chez moi. Et c'était une fine pluie, et puis ça s'est arrêté. Le moment où il y a eu les histoires au stade du 26 septembre, c'était un temps clair, un beau temps d'ailleurs. Il n'y avait pas de pluie en ce moment, du tout. Je poursuis. Ils aimeraient quand même faire la lecture de certains points que Zéhi a relevés dans les différentes dépositions, en tout cas dans les PV d'audition de partie civile. Et vous allez donner votre impression, votre point de vue par rapport à ces différentes déclarations de vos collègues leaders politiques. Je vais commencer par M. Mokhtar Diallo. C'est la cote 1181. À la page 2, j'ai relevé une de ces déclarations, je vais lire. Une fois dans la voiture de Toumba, Fall, Sidia et moi avons été transportés à la clinique Ambroise Paris. Suite à l'opposition de je ne sais qui, nous avons été conduits à l'état-major de la gendarmerie nationale où nous avons été rejoints par Jean-Marie Doré et Tegoro. C'est là que nous avons bénéficié des premiers soins dans une clinique de la cité de la gendarmerie. Sur ordre du capitaine Dadis, nous avons été transférés à la clinique Pasteur où Selou Dalin, président de l'UFDZ, qui auparavant était au camp Samori, Touré, nous a rejoints. Qu'en dites-vous? C'est sa version, mais je sais que j'étais avec Mokhtar au stade. J'ai toutes les péripéties, nous étions ensemble, c'est-à-dire de l'instant où on est descendu de la tribune sur la pelouse, c'est surtout à partir de la pelouse
qu'il est devenu mon compagnon d'infortune de ce jour. Et nous étions trois particulièrement ensemble. Il y avait Mouktar Diallo, Sidia Touré et moi-même. Donc nous avons vécu les mêmes péripéties. Et Jean-Marie s'est ajouté à nous sur l'esplanade. Donc jusqu'à la gendarmerie, jusqu'à la clinique Ambroise Paré, la clinique Pasteur, jusque la nuit, vers minuit, quand on nous a libérés, on étions ensemble dans le même véhicule. Nous avons déposé d'ailleurs Mouktar le premier, chez lui à Dixine, à côté du stade. Oui, c'est ce que je peux dire. La version qu'il a donnée, c'est la manière dont il a vu les choses. Je n'ai pas de commentaire à faire sur ce que lui a écrit. Et je pense que le tribunal appréciera ça. D'accord. Je poursuis avec M. Mamadou Selouda Diallo. C'est la cote 1277 à la 3. Nous étions tous heureux pour ce qu'on a considéré comme notre victoire. Chacun manifestant sa joie de sa manière. L'ambiance était bon enfant aussi bien à la tribune que sur les gradins. C'est dans ce contexte de réjouissance que les bérets rouges, avec à leur tête Toumba Diakité, ont fait irruption dans le stade. Ils se sont mis à tirer à balles réelles sur les manifestants. Qu'en dites-vous? Je vous dis, le tribunal appréciera la déposition de Selouda Alain. Ce que je peux dire comme commentaire, c'est que nous avons vu les bérets rouges rentrer à l'intérieur du stade et on a reconnu Boubacar Sidiki Diakité Ditumba parmi eux. Nous avons vu aussi des militaires tirer sur la foule. Oui, mais c'est sa déposition à lui devant le juge d'instruction. Il était seul. Quand il l'a fait, il est responsable de ce qu'il a déclaré. Des militaires tirés sur la foule. À leur tête, commandant Toumba. Pas au moment du tir. Je n'ai pas vu Toumba tirer sur la foule. Comme je l'ai dit, je n'ai pas vu de fusil dans les mains de Toumba ce jour-là. Mais j'ai vu Toumba rentrer avec les militaires. Mais je ne l'ai pas vu tirer sur la foule. Je n'ai pas vu ça. Je poursuis avec Ba Amadou Ouri. C'est la cote 967. Page 2. À l'intérieur du stade, ils avaient formellement reconnu le nommé Aboubakar Diakité Ditumba, qui était d'ailleurs le chef des bérets rouges qui sont venus au stade, et mieux c'est lui qui donnait des instructions à ses subordonnés pour nous faire descendre des gradins. Oui, cette déclaration aussi. Maître, écoutez, je voudrais être très précis avec vous. Je ne suis pas l'avocat de Aboubakar Sidiki Diakité Toumba. Je ne suis pas devant ce tribunal-là pour être l'avocat de quelqu'un. Je l'ai dit hier. Je suis devant ce tribunal ni pour accuser quelqu'un, ni pour disculper un autre. Je suis devant ce tribunal, j'ai accepté de venir devant ce tribunal par devoir vis-à-vis des victimes et de ce que moi j'ai vu. Donc je ne peux pas commenter les déclarations de quelqu'un. Je commenterai mes déclarations. Ceux qui ont fait leurs déclarations doivent venir à la barre et commenter leurs propres déclarations. Et je veux que cela soit clair entre nous, maître. Ceux qui ont déclaré, faites-les venir. Ils viennent commenter leurs déclarations. Ce n'est pas à moi de commenter leurs déclarations. Ce que je sais, c'est ce que j'ai dit devant le tribunal. Et je ne suis pas l'avocat de quelqu'un. Et je voudrais qu'on comprenne une chose. Moi, je n'ai aucun intérêt à me présenter ici pour défendre Toumba devant ce tribunal. Pour quelle raison? Je ne le connais même pas. Je n'ai jamais vu Toumba de ma vie en dehors de la vie lointaine que j'ai eue de lui et de cette journée du 28 septembre. Je ne le connais pas. On n'a jamais été proches. J'ai toujours considéré Toumba comme étant un élément du CNDD. Je n'avais aucune animosité vis-à-vis du CNDD. Moi, j'étais... Même le capitaine Moussa Dadis lui-même, je n'avais pas d'animosité à son égard. Il le sait, il est là, il m'écoute. Il le sait très bien. On s'est vu 3 fois dans la vie, il le sait. Et toutes les 3 fois, ça s'est bien passé. Donc, je ne suis pas là pour défendre quelqu'un. Je ne défends pas Toumba, je ne suis pas son avocat. Je suis devant le tribunal, je dis ce que j'ai vu et ce qui s'est passé. Et je voudrais me limiter strictement à cela.
Bon, Monsieur Fall, écoutez, je ne suis pas là aussi pour vous dire que vous êtes là pour être l'avocat de qui que ce soit dans cette procédure. Mais le problème que je relève, en tout cas, j'ai relevé des concordances tellement dans les différentes déclarations de vos collègues leaders politiques, et tel est le sens de mes questions. Je peux faire un commentaire? Allez-y. Alors, sur les versions qui ont été données par mes anciens collègues, ou par mes collègues, c'est le tribunal qui appréciera cela, ce n'est pas moi. C'est le tribunal qui a tout le dossier, le tribunal appréciera les différentes versions. Moi, je n'ai pas la responsabilité de commenter les versions des autres. J'ai vu des assaillants devant moi. Toumba faisait partie de ceux que j'ai vus rentrer. Ils étaient tous au même rang que tous les autres. Mais j'ai raconté ce qui s'est passé. Je n'ai aucune raison de choisir pour le Pierre. Une autre question, c'est bon. Vous avez soutenu hier que le colonel Moussa Tiegoro Kamara ne vous a apporté d'aucun secours, d'aucune assistance. Vous maintenez cette déclaration? À l'exception de... Vous savez, au moment où il y avait les problèmes sur nous, le colonel n'était pas présent. Il était, on l'a vu sur l'esplanade, mais on n'a pas eu affaire à lui. Mais à la clinique d'Ambroise Paré, j'ai dit hier qu'il a essayé de faire raisonner Marcel. Je l'ai dit. Ok. Il y a Jean-Marie Doré, feu Jean-Marie Doré, dans son PV d'audition, qui a donné une version contraire. Ils aimeraient lire. C'est la cote 964, page 3. Au même moment, j'ai vu Tiegoro passer et j'ai crié son nom. C'est lui qui a mis fin à mes supplices en donnant l'ordre de me conduire près de la mosquée de l'Andrea où étaient déjà conduits l'Ousenifal, Sidia Touré et Moukda Diallo, que j'ai trouvé assis dans une voiture et ensanglanté. Mais nous n'avons pas quitté l'esplanade, on n'est allé dans aucune mosquée, on est resté sur l'esplanade. Nous sommes sortis du stade du 26 septembre, pour traverser toute l'esplanade tout droit. Vous savez, il y avait un studio photo là où on prenait les billets avant au stade, à l'entrée du stade. Il y avait un studio photo là-bas. Et juste à la limite de là, c'est là où le véhicule était arrêté. On n'a même pas quitté l'esplanade. À aucun moment nous sommes allés dans une église, dans une mosquée. Non. On a trouvé le véhicule garé là-bas, dans la direction dirigée vers l'hôtel, plutôt vers l'école de Dixine. Et nous, on n'est pas sortis de l'esplanade, nous, on n'est allé dans aucune mosquée. Non. Nous sommes venus directement. On est resté pour un moment arrêté à côté du véhicule. Et puis, on a été embarqués. Et Jean-Marie, je l'ai vu avec Tiegoro. Après, il nous a rejoints. Et même à la clinique, Jean-Marie déclare ceci, à la clinique Ambroise Paré. Quelque temps après, nous nous sommes retrouvés devant la clinique Ambroise Paré. Tiegoro a ordonné de nous faire conduire pour recevoir les premiers soins. Qu'en dites-vous? Non, ce n'est pas Tiegoro qui nous a amenés là-bas, nous. Nous, on a été amenés par Toumba. Et c'est Toumba qui est... On était dans le véhicule. Le premier véhicule qui est arrivé à la clinique Ambroise Paré ce jour-là, c'est le véhicule dans lequel nous étions. Et le colonel Tiegoro n'était pas dans ce véhicule. Nous étions les premiers arrivés. Je laisse le soin au tribunal d'interroger la clinique Ambroise Paré. Nous sommes arrivés le premier là. Et ce n'est pas Tiegoro qui nous amène à la clinique, c'est Toumba qui nous amène à la clinique. Tiegoro nous suivait, il est venu après. Mais ce n'est pas lui. Ok. En tout cas, le tribunal appréciera. Bon, je vais, avant de finir avec votre PV d'audition, je vais lire pour M. Sida Touré, c'est la cote 977, page 3.
On nous a conduits à l'état-major de la gendarmerie nationale. Là, les colonels Baldé et C.C. Balamon se sont interposés pour qu'ils nous laissent sous leur garde. Nous les avons entendus parler au téléphone à quelqu'un qui semblait être Dadis pour exiger qu'on reçoive des soins immédiatement. Ce qui prouve que le président Dadis avait donné des instructions afin qu'on vous apporte des soins médicaux, oui ou non? Bon, écoutez, je ne sais pas ce que lui il a dit, et je n'ai pas eu vent de cette conversation, mais il est loisible d'imaginer que après ce qui s'est passé au stade du 28 septembre, personne ne pouvait prendre la responsabilité d'amener les leaders dans une clinique si ce n'était pas le capitaine Moussa Dadis Camara. Je ne pense pas qu'un autre militaire aurait pu avoir la gentillesse de nous amener à la clinique Pasteur si l'autorité supérieure n'avait pas été informée. Je suppose que c'est certainement lui, mais je ne peux pas confirmer. Merci pour cette précision. Maintenant, votre propre PV d'audition. Là, vraiment, je veux juste satisfaire ma curiosité. Parce que les deux paragraphes semblent se contredire. À la page 3 de votre PV d'audition, la cote 1261. Troisième et quatrième paragraphe. Nous étions dans cette atmosphère lorsque nous avons été envahis de gaz lacrymogènes. Entre-temps, il y a eu des tirs et la présence d'un important contingent militaire dans l'enceinte du stade. Du haut de la tribune, nous avons compris que les militaires tiraient sur les manifestants. À la tête du contingent, j'ai reconnu le lieutenant Toumba Diakité. Lorsque nous avons compris que ça tirait sur les manifestants, j'ai demandé à mes collègues de rester sur place. Nous avons attendu là et les jeunes sont venus former un cordon autour de nous. Entre-temps, Toumba Diakité et ses compagnons sont venus les disperser pour s'en prendre à nous. J'ai répondu à cette question hier. Parce que Toumba vient avec un contingent pour s'en prendre à vous. Et par la suite, c'est le même Toumba qui vous embarque à bord d'un véhicule pour vous évacuer à la clinique Ambroise Paris. Comment vous concevez cela? Toumba est monté vers la tribune, je l'ai vu monter, cela est constant. Et il y avait d'autres soldats qui étaient derrière lui. Ce sont ces soldats-là qui nous ont frappés et que j'ai reconnu comme étant le groupe de Marcel. Marcel faisait partie de ce groupe. Mais Toumba était devant, il est monté, Toumba nous a demandé de le suivre, les leaders. Et les militaires qui étaient avec lui, c'est eux qui nous ont frappés. Monsieur Favre, ce que je veux savoir, en votre qualité de juriste de profession et de diplomate de carrière, comment vous pouvez qualifier cette attitude de commandant Toumba? Au moment où Toumba montait vers nous à la tribune, j'étais persuadé que Toumba venait pour nous arrêter. Au moment où on nous frappait, je n'avais aucune idée du rôle de Toumba. Pour moi, il était avec ses hommes, il était monté avec eux, et les hommes nous ont frappés. Je n'avais aucune autre idée là-dessus. Pour moi, c'est le même groupe. Le moment où Toumba nous a extraits du stade, c'est là où j'ai vu un autre personnage. Voilà. N'est-ce pas un repentir tardif à dessein de se racheter de sa forfaiture? Ce n'est pas à moi de répondre à cette question. Le tribunal appréciera. Mais je ne veux pas répondre à cette question. Je ne suis pas là pour défendre quelqu'un. Je donne des faits au tribunal. Le tribunal l'appréciera. Poursuivre.
Monsieur Fall, croyez-vous à la version donnée par Toumba à cette barre? Je ne connais pas toute la version donnée par Toumba à cette barre. Et c'est le tribunal qui doit dire si le tribunal croit à la version de Toumba ou non. C'est pas à moi. Non, vous, votre avis, juste si vous croyez ou pas. Moi, j'ai dit au tribunal ce que je sais de Toumba, ce qu'il a fait au stade. C'est tout ce que moi je peux dire au tribunal. Il ne m'appartient pas de juger, de dire ce qu'il a. Tous les autres d'ailleurs, tous les détenus. Chacun est venu ici. Ils diront ce qu'ils veulent devant le tribunal. Certains peuvent dire oui, j'y étais. Certains peuvent derrière la dénégation. Mais chacun est responsable de ce qu'il dira devant ce tribunal. C'est le tribunal qui appréciera ce que chacun dira. Mais moi, je ne peux pas juger ce qu'ils diront devant le tribunal. Mais si on m'appelle comme maintenant je suis devant ce tribunal, je dis en toute conscience ce que j'ai vu et ce que j'ai vécu. Je me limiterai à ça. Hier, lors de votre narration des faits, vous avez longuement parlé du rapport de la commission d'enquête internationale. Et je suis heureux d'être en face d'un juriste de profession. Selon vous, est-ce que ce rapport de la commission d'enquête internationale lie juridiquement ce tribunal? La Guinée fait partie de la communauté internationale. Je ne sais pas, je ne peux pas dire que c'est le rapport de la commission internationale d'enquête qui va être le document de base pour le tribunal. Le rapport de la commission internationale d'enquête était destiné au Conseil de sécurité, au secrétaire général des Nations Unies et au Conseil de sécurité. Et ce rapport a été soumis donc au Conseil de sécurité, qui l'a examiné et l'a approuvé. Et donc, c'est sur la base de ce rapport de la Commission internationale d'enquête que le Conseil de sécurité a saisi la Cour pénale internationale dans la mesure où la Commission internationale d'enquête, qui comprenait des experts, pas seulement Mohamed Bedjaoui, il y avait beaucoup d'experts dans cette commission et le Conseil de sécurité a estimé, étant donné que la Commission internationale d'enquête a qualifié ces crimes de crimes contre l'humanité, il revenait maintenant, ça tombait dans dans le sujet du statut de Rome. Et donc, c'est à cause de cela que la Cour pénale a été saisie, parce que c'était la compétence maintenant de la Cour internationale de justice. Il appartient au tribunal. Dans tous les documents qui ont été soumis, je sais qu'ils ont tous les documents, aussi bien le rapport d'audition, le rapport de Nations Unies, CEDEAO, je sais que vous avez tous les documents ici qui fondent la conviction du tribunal. Le tribunal puisera dans tous les documents qu'ils ont, ils prendront ce qui peut leur servir pour faire leur jugement, leur conviction. Donc, je ne peux pas vous dire ce que vous dites, mais je peux dire dans la globalité, ça fait partie des éléments sur lesquels le tribunal là s'appuiera certainement pour prendre des décisions. Mais c'est pas le rapport n'est pas destiné à notre tribunal. Il était destiné au secrétaire général et au Conseil de sécurité. Okay. Vous êtes quand même d'accord avec moi que ce rapport ne peut servir qu'à titre de simple renseignement au sens de l'article 500 du Code de procédure pénale? Maître, je vais vous dire une chose, qu'on s'entende bien là-dessus. Cette affaire qui est devant la juridiction nationale de Guinée, c'est une affaire qui est inscrite au rôle de la Cour pénale internationale, jusqu'à maintenant. Jusqu'au moment où nous parlons, ce dossier est encore au rôle de la CPI. Vous avez vu le procureur de la CPI ici, à l'ouverture de ce procès. Le procès qui est devant vous est un procès qui porte sur des crimes contre l'humanité, relevant de la compétence de la Cour pénale internationale. Ce procès se tient ici pour la simple raison que la Guinée a demandé, au titre de la complémentarité que j'ai expliqué hier, c'est reconnu dans le statut de Rome, et c'est nous, les Africains, c'est nous qui avons demandé cela.
On ne voulait pas laisser le droit de saisine uniquement au procureur qui peut exercer ex officio et au Conseil de sécurité pour faire la saisine de la CPI. Et nous avons voulu quand même donner le soin, la liberté aux États membres pour que les États aient la possibilité de juger des crimes qui relèvent de la Cour pénale internationale. Les crimes qui sont visés comme les crimes les plus graves. Ils seront qualifiés, mais la complémentarité a donné la possibilité à tous les États membres d'évoquer la complémentarité pour que les États eux-mêmes décident de juger d'abord, mais s'il y a défaillance ou s'il y a refus, la Cour peut se saisir de ce dossier. Donc, on doit s'entendre très bien. La Guinée s'est engagée à organiser ce procès. Pendant 13 ans, la Guinée ne l'a pas fait. La Cour pénale était là tout le temps. Et venait, Ben Saouda et autres sont venus plusieurs fois. Tous les ministres de la Justice le savent. La Guinée ne s'est pas exécutée. À un moment ou à un autre, la Cour pénale aurait repris le dossier et le procès aurait eu lieu à La Haye. Le procès se tient ici aujourd'hui parce que le nouveau gouvernement, issu des événements du changement intervenu le 5 septembre 2021, ce gouvernement enfin a eu le courage de dire voilà, il faut faire ce jugement. Autrement, la CPI aurait pris le dossier, on ne serait pas là, on serait tous à La Haye. Donc, je peux vous dire que le rapport qui a été fait, qui a été soumis au Conseil de sécurité, a été l'élément qui a fondé justement la Cour pénale internationale de se saisir de ce dossier. Voilà à mettre un peu comment je vois la situation. Hier, à l'entame de vos propos, vous avez déclaré à haute et intelligible voix que vous êtes là pour témoigner des faits que vous avez vécus, pour témoigner de ce que vous avez vu. Vous maintenez cette déclaration? Je ne suis pas un témoin ici à ce procès. Voilà. Moi, je suis une partie civile, je suis une victime. Voilà. Et en tant que victime, j'ai dit au tribunal ce que j'ai vécu, ce que je sais et les préjudices que j'ai subis. Voilà. Je suis ici pour ça. Voilà. Les témoins viendront plus tard. Merci de préciser que vous n'êtes pas un témoin à cette part. Moi, je ne suis pas un témoin, je suis partie civile. Voilà, vous êtes partie civile. Pour terminer, en votre qualité de juriste aguerri, vous êtes d'accord avec moi que ce tribunal ne pourra asseoir son intime conviction que sur les éléments de preuve qui seront présentés devant lui, qui seront contradictoirement débattus devant lui. N'est-ce pas? Je n'ai aucun doute quant à la crédibilité de ce tribunal. J'ai dit et je continue, je maintiens que je suis très fier que la Guinée ait pu prendre ce procès en charge. Je suis très fier de voir de jeunes et talentueux magistrats devant moi, je l'ai dit hier. Je suis très fier de la manière qu'un procès public contradictoire sur des crimes de masse se tienne pour la première fois dans mon pays. Je l'ai dit. Et sur cette base, je suis convaincu que ce tribunal-là jugera de cette affaire qui est très grave. Il faut mentionner la gravité des faits qui sont portés devant ce tribunal. Je n'ai aucun doute que ce tribunal sera jugé cette affaire avec sa propre conviction et que le jugement qu'il va rendre sera à la hauteur des espérances de tout le monde. C'est mon souhait. Je n'ai aucun doute là-dessus. Aucun. Merci, M. Fall, pour votre aimable attention. Merci, M. le Président.